Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du sous-test 3, donc raisonnement, argumentation, du test blanc numéro 1. Ce test d'initiation qui, je vous le rappelle, était en temps illimité, et c'est pour ça que j'avais classé les questions par niveau de difficulté, notamment raisonnement, argumentation. Donc on va commencer par les questions faciles pour aller sur des questions où un peu plus d'astuces étaient nécessaires. Ce cours fait partie du programme Baccalauréat Mage où au-delà de ce genre de test blanc, vous retrouvez également des cours, des méthodes dans les 6 sous-tests de l'épreuve et des milliers d'exercices. Tous les liens vers le programme sont en bas de l'écran, tout comme d'ailleurs le lien pour télécharger ce test si vous ne l'avez pas encore réalisé. Question 1. Un couple et leur enfant unique se partagent 3 véhicules, un vélo, une voiture et une moto. De 3 couleurs différentes, rouge, vert et bleu. Donc rouge, vert et bleu. Nous savons que le père utilise la voiture, le véhicule utilisé par la mère n'est pas vert, la moto est bleue. Et les 2 femmes de la maison préféreraient utiliser le véhicule rouge. On n'a pas beaucoup d'informations, donc pas la peine ici de faire un logigramme. On va juste essayer de trouver le cas pour chacun. Donc on a le père, la mère et la fille. Pourquoi les 2 femmes de la maison? On peut être très progressiste, mais a priori le père n'est pas une femme. Donc père, mère et fille. Le père utilise la voiture. Bon, déjà une information, le père c'est la voiture. La mère utilise un véhicule qui n'est pas vert, d'accord? Donc, la mère n'utilise pas un véhicule vert. La moto est bleue, pour l'instant, si on le dessine comme ça, si on l'écrit juste comme ça, on ne va pas avoir beaucoup d'informations. Et les 2 femmes de la maison préféreraient utiliser le véhicule rouge. Donc la mère n'utilise pas le véhicule rouge, et la fille n'utilise pas le véhicule rouge. Qu'est-ce qu'on comprend? Toujours sans avoir besoin de dresser le logigramme. Que la mère utilise le véhicule bleu. Et le véhicule bleu, c'est quoi? C'est la moto. Ni la mère ni la fille n'utilisent le véhicule rouge, ça veut dire que le véhicule rouge c'est celui du père, donc la voiture, est rouge. La fille, on n'a plus beaucoup de choix, c'est forcément le vélo, celui qu'on n'a pas encore affecté, et de quelle couleur? On a déjà mis rouge et bleu, donc c'est forcément vert. On aurait pu construire un petit tableau et essayer de faire tout ça, mais là il n'y en avait pas besoin, c'était beaucoup plus simple de juste raisonner comme ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? La voiture est rouge, oui c'est vrai, réponse A. Pour se persuader qu'on n'a pas fait d'erreur, on va vérifier que les autres sont bien fausses. La mère utilise le vélo, c'est faux, c'est la fille. Le vélo est bleu, c'est faux, le vélo est vert. Le père utilise le vélo, c'est faux, il utilise la voiture. La mère utilise, la moto est rouge, non, la moto est bleue, c'est faux. On aurait pu trouver, ce doit être en passant, juste avec les premières et dernières informations. Le père utilise la voiture et les 2 femmes de la maison préfèrent réutiliser le véhicule rouge. Dès le départ, on savait bien que c'était le père qui utilisait la voiture rouge. Et donc que c'était forcément la réponse A. Question 2, une question d'argumentation pour le coup. Beaucoup prédisaient la déprogrammation prochaine de l'émission Enquête spéciale, son diffuseur ne souhaitant pas ternir son image de chaîne d'information respectable. L'animateur était en effet voué aux gémonies par ses pairs, pour son traitement racoleur de l'information, et régulièrement rappelé à l'ordre par les instances de surveillance de l'audiovisuel pour le bidonnage de nombreux sujets de l'émission. À la surprise générale, la chaîne a finalement décidé de reconduire pour 2 ans l'émission. Le sujet prostitution, cocaïne et comptes à l'étranger, les secrets du football professionnel, ayant signé la meilleure audience télévisuelle de l'année. Quel proverbe illustre le mieux la situation de l'animateur? Alors, question d'argumentation. On va d'abord éliminer toutes les réponses qui sont totalement hors champ, pour ensuite comparer celles qui pourraient convenir. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ici, pas de lien avec notre histoire. Les chiens aboient, la caravane passe. Oui, c'est ça, on l'a voué aux gémonies, mais il continue son affaire. Nul n'est prophète en son pays.
Pourquoi pas? Il n'est pas prophète dans le milieu de la télévision. L'appétit vient en mangeant, est-ce que ça concerne l'animateur? Non, ça pourrait éventuellement concerner la chaîne, mais en tout cas pas l'animateur. Aux innocents les mains pleines? Non plus, pas de lien. On hésite donc entre B et C, qui sont les deux seuls corrects ici. Entre B et C, quelle est la meilleure? Est-ce que c'est les chiens à bois, la caravane passe, ou nul n'est prophète en son pays? C'est beaucoup plus les chiens à bois, la caravane passe. Ça prend compte plus d'aspects de notre histoire. Donc réponse B. Question 3. Une étude portant sur 3 journaux, La Lutte Finale, Journal du Patrimoine et Paris Soir, a mené aux conclusions suivantes. Certains lecteurs de La Lutte Finale lisent également un des 2 autres journaux, etc., etc. Et on nous demande de tirer des conclusions, type certains lecteurs de Journal du Patrimoine lisent Paris Soir. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend qu'on a un diagramme de veine face à nous. D'accord? C'est quoi un diagramme de veine? C'est un cercle comme ça, un grand cercle, on va mettre à l'intérieur 3 plus petits cercles. C'est une des techniques qu'on voit dans le cours sur les visualisations, R102, et qui va nous permettre de représenter plusieurs éléments. Regardez, pourquoi? Parce qu'ici on a le premier journal, on va dire c'est La Lutte Finale. Deuxième journal, Journal du Patrimoine. Et troisième journal, Paris Soir. Ici, en dessinant les cercles comme ça, on a trouvé 8 intersections qui nous permettent de représenter n'importe qui. Par exemple, quelqu'un qui lit Journal du Patrimoine, La Lutte Finale et Paris Soir, il sera au milieu. Comme ça, il sera à la fois dans les 3 cercles. Quelqu'un qui lit Lutte Finale et Journal du Patrimoine, mais pas Paris Soir, il sera là. Quelqu'un qui lit aucun journal sera là. Donc on présente tous les cas possibles. Maintenant, on va essayer de voir lesquels sont réellement possibles et lesquels ne sont pas possibles. Alors, certains lecteurs de La Lutte Finale lisent également un des 2 autres journaux. Pour l'instant, ça ne nous aide pas beaucoup. Tous les lecteurs de Journal du Patrimoine lisent un autre journal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a aucun lecteur de Journal du Patrimoine qui ne lit que Journal du Patrimoine et aucun autre journal. Donc il n'y a personne ici. Aucun lecteur de Paris Soir ne lit La Lutte Finale. Aucun lecteur de Paris Soir ne lit La Lutte Finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, à l'intersection entre Paris Soir et Lutte Finale, il n'y a personne. On revient à notre information 1. Certains lecteurs de La Lutte Finale lisent également un des 2 autres journaux. Alors, des lecteurs de La Lutte Finale qui lisent également un autre journal, ça veut dire qu'ils seraient ici à l'intersection de La Lutte Finale et d'un autre journal. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ici, il peut y avoir personne. Donc il y a forcément au moins une personne ici. Qu'est-ce qu'on peut en conclure maintenant? Certains lecteurs lisent les 3 journaux. Non, on ne peut pas le conclure et en plus on sait que c'est faux. On n'a personne pour les 3 journaux. Certains lecteurs de Journal du Patrimoine lisent Paris Soir. Peut-être, mais on n'en est pas certain. Certains lecteurs de Paris Soir ne lisent pas Journal du Patrimoine. Pareil, peut-être, mais on n'en est pas certain. Certains lecteurs de Journal du Patrimoine ne lisent pas Paris Soir. Oui, regardez, certains lecteurs de Journal du Patrimoine ne lisent pas Paris Soir. Ne lisent pas Paris Soir, ça veut dire qu'ils sont dans le cercle ici. Donc soit ils lisent que Journal du Patrimoine, soit Journal du Patrimoine et La Lutte Finale. En tout cas, on a au moins une personne, on l'a prouvé tout à l'heure. Et certaines personnes ne lisent aucun des 3 journaux. Est-ce qu'on a des gens ici dans l'extérieur? On ne sait pas encore une fois. La seule qu'on peut conclure, c'est certains lecteurs de Journal du Patrimoine ne lisent pas Paris Soir. Réponse D. Question 4. Condamné à 5 ans de prison et 15 ans d'inéligibilité pour corruption et fraude fiscale, pour avoir manipulé les marchés publics de sa commune au profit d'une entreprise de travaux publics basée dans un paradis fiscal dont il était le principal actionnaire, l'ancien maire a échappé à son incarcération en acceptant de rejoindre les équipes de contrôle des comptes des collectivités territoriales du ministère des Finances, équipe dont il est rapidement devenu l'agent le plus efficace. Quel proverbe illustre le mieux la situation de l'ancien maire, donc de l'ancien délinquant qui se reconvertit dans la traque contre les fraudeurs fiscaux? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Pas beaucoup de liens, hein. À bon chat, bon rat. Pourquoi pas, hein? C'est parce qu'il était un bon fraudeur qu'il va bien pouvoir débusquer les fraudeurs. Allez, on la garde, réponse B. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Bon, pas vraiment de lien. L'occasion fait le larron. Pourquoi pas? L'occasion fait le larron, il a choisi entre la prison et se reconvertir, l'occasion fait le larron. Ou ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Réponse E.
Clairement, des 3, on n'a même pas besoin de comparer 2 à 2. Ici, on voit bien que c'est la meilleure. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. On retient notre réponse E. Question 5 maintenant. Il est possible que le fils du fils du fils du frère de la sœur du frère du père de mon père soit. Donc le fils du fils du fils du frère de la sœur du frère du père de mon père soit mon père, mon cousin, mon oncle, mon frère, mon fils. Donc mon père, mon cousin, mon frère, mon fils ou mon oncle. Alors on se doute bien, on ne va pas aller chercher qui est le fils du fils du fils, du frère, de la sœur, du frère, du père de mon père. Ouais, parce qu'on aurait beaucoup trop de cas possibles. Hein. On n'a pas une seule situation, on en a plein qu'on pourrait définir. Donc on va raisonner comment? On va raisonner par rapport aux générations. D'accord? On va se demander, le fils du fils du fils, du frère, de la sœur, du frère, du père de ma mère, de mon père, pardon, en termes de génération, c'est quoi par rapport à moi? Est-ce qu'il est dans la génération d'au-dessus, celle d'en dessous, deux en dessus, deux en dessous? Et pour ça, on va le composer quasiment mathématiquement. Regardez. Le fils, c'est quoi? C'est une génération en dessous, moins 1. Son fils, encore une en dessous, moins 1. Fils, encore une en dessous, moins 1. Frère, c'est la même génération, donc 0. Sœur, même génération, 0. Frère, même génération, 0. Père, plus 1, une génération au-dessus. Et père, plus 1. Ce calcul-là, c'est pas vraiment un calcul, hein, en raisonnement, on va pas très loin dans les calculs. Il nous donne quoi? On dégage les 0, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Il nous donne moins 1. Donc quand je lis ça, je sais que cette personne, le fils du fils du fils, du frère de la sœur du frère, du père de mon père, il est une génération en dessous de moi. Est-ce que ça peut être mon père? Non. Est-ce que ça peut être mon cousin? Non. Ça peut être mon frère? Non. Est-ce que ça peut être mon fils? Oui. Est-ce que ça peut être mon oncle? Non. Si j'ai quelqu'un qui est une génération en dessous de moi, c'est forcément mon fils parmi les 5 propositions. Donc, réponse E. Question 6. 4 amis ont passé le même jour un test de langue et ont fait les déclarations suivantes, le jour de la publication des résultats. Pierre, je suis le major avec 748. Luc, je n'ai eu que 520, mais je n'ai pas obtenu le plus faible score. Luc, donc 520, pas le plus faible. Hubert, je ne peux pas me plaindre de mon 782, alors qu'un d'entre nous n'a pas dépassé les 400. Hubert, 782, un d'entre nous inférieur à 400. Et Quentin, carton plein, j'ai obtenu la note maximale, 990. L'un d'entre eux ment. Qui a obtenu la plus faible note? L'un d'entre eux ment. On ne va pas tester un par un. Est-ce que ça peut être Pierre qui dit la vérité? Est-ce que ça peut être Luc qui ment? Est-ce que ça peut être Hubert qui ment? Etc., etc. On va chercher directement les contradictions. Est-ce qu'on trouve des contradictions dans ce qu'ont dit les 4 participants? Oui, Pierre dit, je suis le major avec 748. C'est contradictoire avec Hubert qui nous dit avoir 782. C'est contradictoire avec Quentin qui nous dit avoir 990. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Soit Pierre ment, soit Hubert et Quentin mentent. On nous dit qu'il y a combien de menteurs? Un seul. Donc soit Pierre ment, soit Hubert et Quentin mentent. Hubert et Quentin qui mentent en même temps, c'est pas possible. On a un seul menteur. Et ce serait même les 3 qui mentent, regardez, parce que on aurait aussi Luc quand il dit je suis pas le plus faible, qui mentirait si les 3 autres étaient à 548, 782 et 990. Donc, forcément Pierre est le menteur. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre est le menteur? Ça veut dire que quand Quentin dit 990, il dit la vérité. Ça veut dire que quand Hubert dit 782, un d'entre nous
a eu moins de 400, il dit la vérité. Donc Pierre a forcément moins de 400. Et quand Luc dit j'ai 520, donc je ne suis pas le plus faible, il dit la vérité. Donc s'il n'est pas le plus faible, Hubert a 782 et Quentin a 990, pareil. On sait que Pierre est le plus faible. Donc quelles que soient les déclarations qu'on prenne, on a plein de possibilités pour conclure que Pierre est un menteur et qu'il a eu une note qui est faible, en tout cas la plus faible, par exemple 400. Qui a obtenu la plus faible note? Pierre. Réponse A. Question 7. Lors du procès de l'affaire d'espionnage industriel, opposant les constructeurs automobiles Tigre et Euphrate, l'avocat d'Euphrate a reconnu les faits dont son client était accusé, mais a tenu à souligner qu'il s'agissait d'une pratique universellement répandue dans l'industrie. Que sous-entend cet avocat? Et encore une fois, on pèse chacun des mots en raisonnement argumentation parce que c'est là-dessus qu'on va nous piéger. Que sous-entend cet avocat? Que cette pratique n'est pas illégale, même si elle est moralement condamnable. Alors, est-ce qu'en disant qu'elle est répandue, il sous-entend qu'elle n'est pas illégale? Non, je ne pense pas. Que tous les constructeurs automobiles pratiquent l'espionnage industriel. Et là, on peut tenter de dire oui. Une pratique universellement répandue dans l'industrie, ça veut dire que tous les constructeurs automobiles pratiquent l'espionnage industriel. Et là, on se trompe, dans les grandes largeurs. Pourquoi? La question, c'est que sous-entend cet avocat. Il sous-entend pas ça, c'est dit explicitement. Euphrate a utilisé cette pratique uniquement pour jouer à armes égales avec ses concurrents. Pourquoi pas? On va la garder. Réponse C. Que l'espionnage industriel tire toute l'industrie vers le haut. Bon, pas beaucoup de liens, on ne va pas la garder. Enfin, que l'indignation de Tigre est feinte, car l'espionnage était réciproque. D'accord? Ils attaquent Tigre pour des faits qu'ils commettent aussi envers Tigre. Oui, clairement, ici c'est ce qu'il sous-entend l'avocat, c'est pour ça. Dans quel but il fait cette déclaration-là? Il le fait dans ce but précis. De dire l'indignation est feinte, parce que tout le monde espionne tout le monde, et donc eux aussi espionner mon client. Alors, C ou E, quelle est la meilleure? Euphrate a utilisé cette pratique uniquement pour jouer à armes égales avec ses concurrents, ou l'indignation de Tigre est feinte? Clairement, c'est la E. Question 8. Lequel de ces proverbes se distingue le plus des 4 autres? L'argent n'a pas d'odeur. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Abondance de biens ne nuit pas. Un homme sans argent est un loup sans dents. Et la richesse est une patrie pour l'exilé. Alors, il y en a une des 5, qui est un petit peu différente, d'accord? Parce qu'elle forme une critique envers l'argent. Toutes 4 sont totalement favorables à l'argent et ne lui reconnaissent aucun tort, et une lui reconnaît quelques torts. Alors c'est le fameux slogan de campagne de notre président actuel. Alors on pourrait penser que c'est cette histoire de loup sans dents, mais non. C'est bien l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, qu'il avait notamment martelé dans le fameux clip de campagne de 2012. Question 9. Une boulangerie étudie les ventes de ses pâtisseries et constate que il se vend moins de Paris-Brest que de religieuses. Allez, P inférieur à R. Il se vend plus de tartes au citron que de religieuses, C supérieur à R. Il se vend plus d'opéra que de Paris-Brest, O supérieur à P. Et il se vend moins de Paris-Brest que de tartes au citron, P inférieur à C. Qu'est-ce qu'on peut conclure concernant la pâtisserie la plus vendue? Alors, pour trouver la pâtisserie la plus vendue, on va essayer de combiner un petit peu toutes ces inégalités. Comment on va les combiner? Déjà, il faudrait qu'elles soient tous dans le même sens, ce serait beaucoup plus simple. Alors, ça veut dire, si Paris-Brest est inférieur à religieuse, ça veut dire que religieuse est supérieure à Paris-Brest. Si Paris-Brest est inférieur à tarte au citron, ça veut dire que tarte au citron est supérieure à Paris-Brest. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? On peut trouver une combinaison ici, regardez. Tarte au citron supérieure à religieuse. Donc, tarte au citron supérieure à religieuse, supérieure à Paris-Brest.
Et on sait que Opéra est supérieur à Paris-Brest. D'accord? Donc Opéra est supérieur à Paris-Brest. Mais l'Opéra, où est-ce qu'on le place? On peut le placer ici, même avant la religieuse. On peut le placer entre la religieuse de Tarte au citron, ou on peut le placer tout devant. Hein, on peut le placer un petit peu où on veut dans les chiffres de vente. Donc, est-ce qu'on peut conclure? Bah non, c'est soit l'Opéra ou la Tarte au citron. Des informations supplémentaires sont requises pour trancher réponse E. Question 10. Pour recevoir la Palme d'Or, un film doit recevoir un visa d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un film a la Palme d'Or, on va noter ça P, il doit recevoir un visa d'exploitation. Donc P implique E. P implique visa d'exploitation, Palme d'Or implique visa d'exploitation. Si un film reçoit un visa d'exploitation, c'est qu'il est réussi. Donc, visa d'exploitation implique réussi, on va noter ça R. Si un film n'est pas réussi, c'est que ses acteurs ne sont pas bons. Donc pas réussi, qu'on va noter R bar, ça veut dire les acteurs ne sont pas bons. On va noter, allez, B bar. Et tous les bons acteurs ont suivi des cours de comédie. Ça veut dire que être un bon acteur, ça implique cours de comédie. Et là, on est vraiment dans la logique de base, hein, la logique aristotélicienne, où on va travailler avec les implications et donc avec les contraposés. D'accord? Quand je vous dis que P implique E, Palme d'Or implique visa d'exploitation, on peut en tirer une seule règle, c'est la contraposée, c'est que E bar, donc pas de visa d'exploitation, implique pas de Palme d'Or. Parce que s'il avait la Palme d'Or, ça voudrait dire qu'il avait eu un visa d'exploitation. Contraposé de visa d'exploitation réussi, c'est pas réussi, alors pas de visa d'exploitation. Contraposé de pas réussi, alors mauvais acteur, alors pas bons acteurs en tout cas, c'est si j'ai des bons acteurs, alors le film est forcément réussi. Et enfin, tous les bons acteurs ont suivi des cours de comédie, ça veut dire que si j'ai un film dans lequel les acteurs, si j'ai pas de cours de comédie, pardon, alors je ne suis pas un bon acteur. Quelle est la conclusion la plus poussée qu'on puisse tirer sur un film dont les acteurs n'ont pas suivi de cours de comédie? Bien, contre toute attente, la seule chose auquel on va pouvoir aller, c'est les acteurs ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que regardez, si C bar implique B bar, et c'est tout, je ne peux pas aller plus loin, j'ai rien qui commence par B bar ici. D'accord? On nous dit, un film n'est pas réussi, alors les acteurs ne sont pas bons. Mais ça ne nous dit pas que si les acteurs ne sont pas bons, un film n'est pas réussi. Donc le seul point auquel on puisse aller, c'est C bar implique B bar. Réponse A, la seule conclusion la plus poussée, c'est ces acteurs ne sont pas bons. Réponse A. Question 11. Le responsable d'un supermarché low cost a décidé d'ouvrir son établissement le dimanche. Au-delà de générer des ventes additionnelles, l'ouverture dominicale devait permettre d'augmenter le chiffre d'affaires en semaine. Les clients des enseignes concurrentes viendraient ainsi un dimanche, faute d'ouverture de leur point de vente habituel, puis reviendraient régulièrement, convaincus par les prix agressifs pratiqués par ce supermarché. Un an après la mise en place de cette décision, les ventes du dimanche comptent pour 30% du chiffre d'affaires de l'établissement. Mais les ventes des jours ouvrables n'ont pas évolué. Que peut-on en conclure? Et là, évidemment, il faut peser chaque mot parce qu'on aura sans doute des conclusions qui seront très piégeuses. Les clients du dimanche ne sont pas les mêmes que les clients de la semaine. Aucun élément pour le dire. Oui, en effet, au début, c'était un plan pour que les gens des enseignes concurrentes viennent le dimanche, mais aucune idée si ça a réussi ou pas. Aucun élément de conclusion. De nombreux clients d'autres enseignes fréquentent le supermarché low cost le dimanche, mais retournent dans leur supermarché habituel la semaine. Encore une fois, on extrapole totalement. Les nouveaux clients n'ont pas été convaincus par la politique de prix. Extrapolation totale. Le chiffre total du supermarché a augmenté, son chiffre d'affaires total. En effet, il a bien augmenté.
un an après la mise en place, les ventes n'ont pas évolué les jours ouvrables, donc il fait toujours le même chiffre du lundi au samedi, mais le dimanche représente 30% du chiffre d'affaires. Donc oui, il a du chiffre d'affaires additionnel, son chiffre d'affaires a augmenté. Et le chiffre d'affaires des supermarchés concurrents a diminué. Aucun élément de conclusion. Donc réponse D. Au mois de mai 2017, 3 lundis tombent des jours impairs. Que peut-on en conclure? Dans le classique, 3 lundis tombent des jours impairs. On le voit en détail dans le cours de problème classique pour le raisonnement argumentation, mais on va le faire brièvement ici. Si j'ai 3 lundis qui tombent des jours impairs, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'ai 3 lundis qui tombent des jours impairs, mais ils sont intercalés par 2 lundis qui tombent des jours pairs. Pourquoi? Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Et donc, si une semaine, c'est 7 jours, quand on change de semaine, le même jour change de parité. Si on ajoute 7, donc si on ajoute un nombre impair, quelle que soit la parité du précédent, on va changer. Si on a le lundi 1, le suivant, c'est le 8. Donc impair, pair. Si on a le lundi 14, le suivant, c'est le 21. Donc pair, impair. Donc en réalité, on a 5 lundis au mois de mai 2017. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure plus que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que le premier lundi, ça peut être le lundi 1, 3, 5 ou 7. 1, 2, 3, 4 semaines plus tard, on a ajouté 7 jours ici, on a ajouté 7 jours ici, 7 jours ici et 7 jours ici. Ça veut dire qu'on est 28 jours plus tard. Donc si le premier lundi est un premier, le dernier lundi c'est un 29. Bon, c'est tout à fait possible. Si le premier lundi est le 3, alors le dernier lundi est le 31. C'est tout à fait possible. Premier lundi le 5, cinquième lundi, le 33. Évidemment non, on ne peut pas avoir un lundi 33. Premier le 7, dernier 28 jours plus tard, c'est exactement la même problématique, ça nous donnerait lundi 35, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? 3 lundis tombent des jours impairs. Au fond, ça nous dit qu'on a forcément lundi 1 ou lundi 3. Et si on a lundi 1, qu'est-ce qu'on va dérouler un petit peu les lundis? On va avoir lundi 8, lundi 15, lundi 22 et lundi 29. Si j'ai lundi 3 maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir lundi 10, lundi 17, lundi 24 et lundi 31. Ok, donc ça c'est les deux cas possibles. Et on cherche à conclure une des choses suivantes. Le 17 mai 2017 n'est pas un mercredi. Est-ce que c'est possible que le 17 mai 2017 soit un mercredi? Alors ici, si on a le lundi 17, ça ne marche pas, mais regardez ici, si on a lundi 15, alors on a mardi 16, et mercredi 17. Donc le 17 mai 2017 peut bien être un mercredi. Le 18 mai 2017 n'est pas un vendredi. Ici, si j'ai lundi 17, alors c'est mardi 18. Ici, si j'ai lundi 15, alors c'est mardi 16, mercredi 17, jeudi 18. En effet, le 18 mai 2017 n'est pas un vendredi. Par acquis de conscience, on vérifie quand même les autres. Le 23 mai 2017 n'est pas un dimanche. N'est pas un mardi, pardon. 23 mai 2017 n'est pas un mardi. Ici, on a lundi 23, donc vous pourrez avoir mardi 23. Le 30 mai 2017 n'est pas un dimanche. Ici, on a lundi 31, donc la veille, on pourrait bien avoir un dimanche 30. Et le 25 mai 2017 n'est pas un mardi. Ici, on a lundi 24, donc on pourrait avoir mardi 25. En effet, la seule qui n'est pas possible, c'est le 18 mai 2017 n'est pas un vendredi. On pouvait le voir sans avoir à résoudre l'exercice. Et c'est quelque chose de très important en raisonnement argumentation, c'est que souvent, on peut conclure juste à l'aide des propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule proposition de vraie. La question, c'est quelle date n'existe pas. Mercredi 17 mai 2017, vendredi 18 mai 2017, mardi 23 mai 2017, dimanche 30 mai 2017, ou mardi 25 mai 2017. Alors là, c'était un petit peu compliqué à voir sur une question comme ça.
mais il y a des questions sur lesquelles ce sera beaucoup plus facile, et où c'est essentiel que vous sachiez le faire, c'est de se dire, mardi 25 et dimanche 30. Entre le 25 et le 30, il y a 5 jours. Alors si le 25 mai est un mardi, 5 jours plus tard, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a bien le dimanche 30 mai. Alors si mardi 25 mai n'existe pas, est vrai, alors dimanche 30 mai n'existe pas, est vrai aussi. Je ne peux pas avoir deux propositions qui sont vraies, et si j'en ai une des deux qui est vraie, alors l'autre est vraie. Autrement dit, ces deux-là sont forcément fausses. Pareil pour mercredi 17 mai et mardi 23 mai. Entre le 17 et le 23, c'est 6 jours plus tard, on est d'accord? 6 jours plus tard. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Si le mercredi 17 mai existe ou n'existe pas, alors le mardi 23 mai existe ou n'existe pas, ça suivra le même sens. Donc, si on pouvait tirer cette conclusion-là, alors on aurait pu tirer cette conclusion-là. Et inversement. On ne peut pas avoir deux propositions vraies, ça veut dire que celle-ci était nécessairement fausse. En lisant les propositions et en pensant à ce problème comme ça, on se disait que la seule proposition qui pouvait convenir éventuellement, c'était vendredi 28 mai, réponse B. Question 13. La multiplication des contrôles de vitesse et le renforcement des sanctions pour grand excès de vitesse ont rendu les conducteurs plus responsables. La peur du gendarme a permis de diminuer la vitesse moyenne de 12 km/h sur les routes nationales et de 18 km/h sur les autoroutes. Seulement 18% des conducteurs avouent dépasser régulièrement les vitesses autorisées, contre 42% il y a 10 ans. Les résultats de cette politique sont sans appel. Il y a 2 fois moins de morts sur les routes qu'il n'y a 10 ans. Quel argument affaiblirait le plus la conclusion de l'auteur? La conclusion de l'auteur, c'est quoi? Au fond, c'est résultat de la politique égale divisé par 2, les tués. Donc, qu'est-ce qui contredirait la conclusion? Soit quelque chose qui nous dit qu'il n'y a pas 2 fois moins de morts sur les routes, soit quelque chose qui dit que la mort sur les routes, la diminution des morts sur les routes, ce n'est pas un résultat de la politique. Alors, quel argument contredirait le plus la conclusion de l'auteur? L'alcool est devenu la principale cause d'accidents mortels. Non, au contraire, ça irait dans son sens. C'est-à-dire qu'il y a eu bien une baisse des tués parce qu'on a baissé les vitesses. Et que maintenant, c'est l'alcool qui est devenu la principale cause. De nombreux conducteurs utilisent des applications mobiles annonçant les contrôles de vitesse et ne ralentissent que dans les zones signalées par leur application. Alors typiquement, ça c'est une réponse qui est un petit peu aguicheuse. C'est on vous dit une vérité, d'accord, que vous connaissez, et qui est en lien avec l'histoire. Alors qu'au fond ici, il n'y a pas de conclusion qu'on en tire. Est-ce que le résultat de la politique c'est qu'il y a 2 fois moins de morts? C'est pas du tout affecté par le fait que les gens vont utiliser leur coyote et continuer à rouler vite. L'usage de la voiture a diminué d'1 tiers dans la période concernée. Celle-là est intéressante, oui. L'usage de la voiture a diminué d'1 tiers dans la période concernée. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a une réduction mécanique. Si les facteurs ne changent pas, si le risque d'accident par kilomètre ou je ne sais quoi ne change pas, alors c'est normal qu'il y ait une baisse des tués. Donc, celle-ci nous dit en fait, ce n'est pas que les résultats de la politique, il y a un autre élément d'explication. Donc, elle l'affaiblit. Est-ce que c'est celle qui l'affaiblit le plus? On ne sait pas, on va voir. Depuis 3 ans, les statistiques de mortalité ne prennent plus en compte les piétons et les cyclistes impliqués dans les accidents. Est-ce que ça affaiblit la conclusion? Oui, parce que du coup, il y a un autre élément d'explication sur la division par 2 des tués. L'installation de radars dans un pays voisin n'a eu aucun impact sur les statistiques de mortalité. Bon, ici on ne parle pas uniquement d'installation de radars, on parle de sanctions, de renforcement, etc. On est dans un pays qu'on ne peut pas forcément comparer, non. On n'est pas dans un élément d'affaiblissement suffisant. Alors qu'est-ce qui affaiblit le plus? Le fait que l'usage de la voiture est diminué d'1 tiers, ou alors le fait que les statistiques de mortalité ne prennent plus en compte les piétons et les cyclistes impliqués dans les accidents.
Pourquoi on va dire que c'est la réponse C, l'usage de la voiture a diminué d'un tiers? Parce que c'est le seul qui nous chiffre, d'accord? Le fait qu'il n'y ait plus les piétons ou les cyclistes, oui, ça affaiblit un peu, mais on ne sait pas si c'est marginal ou si ça représentait une part importante. La seule qui nous permet de chiffrer le vrai affaiblissement, c'est C, d'accord? Ça a diminué d'un tiers, donc on peut extrapoler un tout petit peu, dire que normalement les nombres de tués auraient dû baisser d'un tiers, là il a baissé de 50%, donc il a baissé d'un peu plus. Peut-être c'est les résultats de la politique, mais en tout cas on affaiblit largement la conclusion de l'auteur. Question 14. Si les aventures internationales des startups françaises sont rarement fructueuses, c'est parce que le rouleau compresseur américain est passé avant eux et qu'il ne reste plus que des miettes de marché à conquérir. Conditionnés par la mentalité défaitiste de leurs aînés, les jeunes entrepreneurs français se résignent à penser qu'il vaut mieux être premier de sa province que second à Rome et attendent d'avoir saturé le marché national avant de tenter leur chance sur d'autres marchés, entraînant ainsi un cercle vicieux. Quel élément renforcerait le plus l'argument de l'auteur? L'argumentation de l'auteur, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs sont conditionnés, se résignent à penser qu'il faut mieux réussir en France et donc ne tentent pas leur chance sur leur marché national, en tout cas pas assez tôt, et au final ne réussissent pas au marché international. Un cercle vicieux. Les startups américaines réalisent 80% de leur activité à l'export. Très bien, mais ils ne suivent pas vraiment en lien. En tout cas, ce n'est pas ça qui va renforcer son argumentation. La première entreprise à s'implanter sur un marché, il demeure leader après son lancement dans 70% des cas. En effet, ça renforce son argumentation de dire qu'il faut se lancer tôt pour avoir du succès à l'étranger. On la garde pour l'instant. B. 90% des startups françaises n'ont aucune activité à l'export. Ça appuie un peu le fait qu'ils nous disent que les Français ne se lancent pas, ça nous donne une statistique, mais ça ne renforce pas son argumentation. 80% des entreprises américaines ont une activité à l'export dans les 6 mois suivant leur création. Encore une fois, on ne parle pas des entreprises françaises, ça ne renforce pas son argumentation. Réponse D n'est pas correcte. Et 70% des entrepreneurs français estiment ne pas avoir les ressources suffisantes pour développer leur activité. Ça confirme un peu ce qu'il dit, en effet. Ça donne des statistiques, encore une fois, mais ça ne renforce pas son argumentation. Ce qui renforce son argumentation de dire que les entreprises devaient se lancer tôt, c'est de savoir que les entreprises qui se lancent tôt demeurent leaders dans 70% des cas. Donc la réponse B. Question 15. La fumée issue de la combustion du tabac contient des goudrons qui sont la cause de 85% des maladies graves liées au tabac. C'est pourquoi les cigarettes sont dangereuses. Notre nouveau vaporiseur de tabac chauffe le tabac sans le brûler. Pas de combustion, 6 fois moins de maladies graves. Quelle est la principale faille dans la logique de ce raisonnement? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la combustion implique des goudrons et les goudrons vont impliquer 85% des maladies. Il nous dit maintenant, vaporisateur, d'accord, c'est pas de combustion. Pas de combustion, pas de goudron. Pas de goudron, 6 fois moins de maladies graves. Alors, il y a un biais évidemment sur 85% des maladies, donc pas de goudron, 6 fois moins de maladies. Oui, on pouvait trouver un biais ici. Mais il y en a un qui est beaucoup plus flagrant. C'est qu'ici, on tire une fausse règle. Combustion, alors pas de goudron. La seule règle qui est valable en logique, c'est que pas de goudron implique pas de combustion. C'est ce qu'on appelle la contraposée. Cette règle-là qu'on tire, pas de combustion, alors pas de goudron, c'est ce qu'on appelle une négation de l'antécédent et elle est totalement fausse. Je vous renvoie au cours de logique fondamentale. Donc le principal biais de ce raisonnement, c'est qu'il ne peut être établi que la fumée du nouvel appareil ne contienne pas de goudron. Réponse D. Voilà pour la correction du raisonnement argumentation. Si vous souhaitez visionner la suite de cette correction du sous-test d'initiation, vous avez le lien en bas de l'écran pour la partie de conditions minimales. Si vous souhaitez un peu avant, regardez quelques vidéos de raisonnement argumentation, notamment pour approfondir certains des concepts
qu'on a vues au cours de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube où vous aurez toutes les vidéos de cours, plus de 50 cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, ou alors sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Je vous dis à tout de suite pour la correction des conditions minimales. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.